Ce soir, ce webinaire sur un corps vivant, un corps conscient qu'on vous présente, donc moi-même Emmanuel Grand et Céline Cadier. Et on va aborder ce thème et vous présenter aussi ce cycle, le cycle dans l'arborescence qui s'appelle corps conscient et qui travaille avec le corps afin de le rendre conscient et qui propose donc une approche psychocorporelle. Alors, pourquoi le corps? En tout cas, le corps, c'est un chemin et personnellement, je me suis offert un chemin avec le corps, un chemin de conscience avec le corps. Je crois que c'est un cadeau qu'on se fait. Pour moi, il est passé très jeune par le yoga, les thérapies psychocorporelles, les trans, les états modifiés de conscience. Et ça a été très bénéfique et complémentaire des autres approches. C'est vraiment un passage de guérison magnifique quand ça passe par le corps, ça transmute, et ça installe les évolutions de manière profonde et définitive dans le quotidien. Donc le corps cadeau, j'ai envie de l'appeler. Céline, ton chemin, toi, avec le corps? Eh ben moi, mon chemin avec le corps, il a commencé avec une pratique sportive, de la montagne beaucoup, donc des états voilà, époustouflants, dans des paysages époustouflants et beaucoup de travail euh, d'effort. Et puis, je suis passée par la danse et un jour, le chemin de vie m'a amenée en thérapie et là, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire, il y a à mélanger le corps et la psyché. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, je suis arrivée dans le monde du psychocorporel pour devenir, d'abord pour en profiter, et puis ensuite pour accompagner les gens sur ce chemin-là. Voilà, c'est une surprise permanente, le corps, et c'est chouette de découvrir encore et encore les trésors enfouis en chacun. C'est un régal. Ouh. Oui, tu disais qu'une des phrases que tu aimes beaucoup, c'est régale-toi d'être vivante, c'est ça? C'est ça. C'est une phrase que j'aime beaucoup et qui me sauve la vie régulièrement. Régale-toi d'être simplement vivante. C'est juste l'expérience corporelle, être dans le corps. Mmh, super. Oui. Alors, les thérapies psychocorporelles. Donc, nous animons ce cycle corps conscient, qui est un des cycles que propose Arborescence, qui est le cycle dans lequel on apprend, on étudie, on vit l'approche donc psychocorporelle. D'où ça vient? On va faire un petit tour d'histoire là, rapide, hein. Euh, on peut dire que sur la fin du 19e, tout le 19e et la fin du 19e et tout le 20e sont des champs d'expérimentation au niveau thérapeutique extraordinaire. C'est un moment où on se met à regarder la psyché. Donc la psyché, c'est un mot pour dire âme, âme. Psychologie, c'est l'étude de l'âme. C'est une autre manière de se regarder nous-mêmes. Jusque-là, c'est beaucoup le religieux qui a pris cette place et au début du XXe siècle, eh ben, les êtres humains commencent à questionner les concepts et le regard religieux sur l'être humain et s'autorisent à ouvrir de nouvelles voies. Et la psychologie, c'en est une. Et donc, il y a différentes recherches qui sont finalement cristallisées par Freud, hein, qui va créer la psychanalyse et le concept de l'inconscient, mais qui sont déjà là dans le champ depuis quelques dizaines d'années. Et puis, Freud, il a eu deux élèves extraordinaires, deux jeunes psychanalystes inspirés, qui étaient donc Carl Gustav Jung et William Reich, qui ont été tous les deux des, euh, des expérimentateurs personnels. Ils ont creusé sur eux-mêmes, ils ont expérimenté avec leurs patients, ils ont fait des recherches. Et très jeunes, ils ont ouvert comme de nouvelles voies où on pourrait dire qu'ils auraient pu être complémentaires de la psychanalyse. D'ailleurs, qui ont été complémentaires pendant un temps. Ce sont restés des psychanalystes qui ont complété leur approche. Alors, Carl Gustav Jung, ça a été par le concept du soi, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on se regarde nous-mêmes, hein, ce travail de psychologie, je me regarde moi-même en tant que système vivant et j'essaye de m'équilibrer, de me mettre en bonne santé. Jung, il a dit, mais on n'est pas juste un moi, système vivant unique, on est un moi au milieu d'autres êtres vivants. Et ça fait un système. Hein. Et ce système de l'humanité,
de plusieurs êtres vivants, il fait partie encore de la manifestation de la vie tout court. Donc en fait, il a une approche systémique qui dit finalement, simplement regarder le moi, c'est insuffisant. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est le mot qu'il mettait, c'était le soi. C'est-à-dire qu'on est tous traversés, créés, inspirés par le soi, cet un, cet unique qui nous relie tous. Et donc, Carl Gustav Jung a créé une voie qu'on appelle aujourd'hui les thérapies transpersonnelles et qui sont aussi très développées dans l'arborescence, qui ont une place importante. Et d'un autre côté, il y a William Reich qui lui a dit, ah mais non, mais la psychanalyse, c'est magnifique, c'est intéressant, c'est-à-dire on regarde comment fonctionne la psyché, le mental, on fait une analyse, c'est-à-dire on fait des liens en différents aspects de nous-mêmes, on connecte le conscient, l'inconscient, on amène la matière à remonter, on la conscientise. Ça, c'est la psychanalyse. Reich, il a dit, mais quand même, il y a un grand oublié dans l'histoire, c'est le corps. Le corps porte la trace de notre histoire. On peut regarder la psyché, mais on peut aussi regarder le corps. Et ça, il l'a vécu. C'est-à-dire qu'il regardait ses patients qui avaient des typologies psychologiques et il a constaté que leur corps portait des traces qui pourraient parler de la même typologie. Et donc, il s'est dit, mais si le corps porte les traces de l'organisation psychique, en travaillant directement sur le corps, eh bien, c'est possible que on permette à la psyché d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment William Reich, son approche extraordinaire de dire, mais non, travaillons avec le corps. Alors, Reich, il a innové, c'est un grand chercheur, donc il a ouvert des voies comme la végétothérapie, comme aussi une manière de travailler sur le corps, c'est-à-dire des mises en scène, des mises en situation qui sont données au corps, qui donnent l'occasion de travailler, de faire remonter des mémoires, etc. Il a aussi travaillé directement sur le corps, en allant même parfois avec son coude à l'intérieur de ce qu'il appelait les cuirasses corporelles. Il a ouvert des voies et derrière lui, il y a eu des chercheurs, il a eu des élèves. Donc, après sa mort aux États-Unis, il y a eu différents organismes qui se sont créés pour travailler sur ce qu'il appelait l'ergonomie. Parce que Reich disait que nous étions traversés par, on pourrait dire, la puissance de vie. Dans certaines traditions, par exemple indiennes, c'est le prana. Chez les Chinois, c'est le qi. Lui, il a mis son mot à lui qui est orgone. Et le but de l'être humain, pour lui, c'est de pouvoir remettre en vie notre capacité pleine d'être dans notre ergonomie ou dans notre libido, notre capacité à être pleinement vivant. Et donc, il a créé un système à partir de là, euh, qui était de regarder est-ce qu'un être humain est en pulsation ou n'est pas en pulsation. Nous sommes pulsation. Si on regarde notre cœur, eh bien, il se contracte et il s'expanse et il permet au sang de circuler. Si on regarde notre respiration, on inspire, on expire. Si on regarde le monde, il y a le jour, il y a la nuit. En fait, il y a différentes polarités comme ça. Et quand ces polarités se mettent à danser ensemble, ça fait ce que lui, il appelait la pulsation, c'est-à-dire un corps en pulsation. Et tout le travail, ça va être donc de réharmoniser, guérir, rééquilibrer le système nerveux pour que le corps pulsation puisse reprendre sa place. Alors, il y a eu aux USA donc des successeurs par rapport à tous ces champs de recherche, euh, des centres de formation, et puis il y a eu vraiment Alexander Lowen et John Picabos, qui ont créé la bioénergie. Qui vont former énormément de thérapeutes, qui est toujours très vivante sur notre terre européenne, la bioénergie. Et puis, il y a eu aussi Ola Raknes, qui lui a eu plusieurs élèves et a formé plusieurs thérapeutes, dont Federico Navarro, qui a créé une approche de la végétothérapie en Italie, qui part des segments reichiens, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Reich a créé une lecture en segments dans le corps, et donc il pratique des actings. Et puis, il y a Gerda Bowson qui a créé la biodynamique à Londres et qui est
la voie que nous avons suivie, d'où nous venons avec Céline. Nous venons de la biodynamique. Alors, une chose à regarder dans cette approche des thérapies psychocorporelles, quand même, c'est qu'elle arrive dans ce contexte post-judéo-chrétien où le corps est diabolisé, où la sexualité est diabolisée, ou en tout cas fermée. Euh, les gens, dans certaines situations, faisaient l'amour sans voir leur corps, faisaient l'amour tout habillé. On ne se regardait pas nu, la nudité était impossible. Et donc, il faut se remettre dans ce contexte dans lequel est parti Reich. Il y avait un véritable problème, hein. Et on peut se dire que retrouver, réouvrir ce corps, c'était une urgence, peut-être, pour l'humanité, de manière à pouvoir redescendre dans quelque chose de plus vivant ou de plus puissant, comme le disait Reich. Donc Céline, un corps vivant, Et oui, c'est quoi le corps? C'est quoi le vécu corporel? Et puis, c'est quoi un corps vivant? Ben déjà, qu'est-ce que je vis dans mon corps? Je me sens bien, je me sens mal, je me sens douloureuse, je me sens nouée. Je suis là, assise, j'écoute Emmanuel et puis je parle, je vois, et quelque chose dedans est enthousiaste, et bougé, et animé, et un peu tendu peut-être. C'est juste ça le corps, c'est tout simple. J'ai faim, j'ai soif, je voudrais sortir dans la forêt. C'est ça le corps, c'est des élans qui sont là, des choses qui nous bougent dedans. Euh, et puis nos corps sont sensibles, interconnectés au tissu vivant. Si je suis dans un endroit qui me plaît, qui est bon pour moi, dans une prairie, eh ben, je me sens bien. Si je suis au milieu d'un carrefour, eh ben, mon corps va m'informer que là, c'est pas exactement le bon endroit. Il va assez rapidement me faire partir avant même que le mental se dise, bon là, tu es au milieu du carrefour, c'est embêtant. Et puis, il y a les événements de la vie qui nous bougent, qui nous bousculent ou qui nous comblent, et on les vit dans notre corps. Et d'ailleurs, il y a toute une sémantique autour du corps. Le parler populaire, toute une sémantique comme bah, je le sens dans mes tripes, ou alors ça, je ne l'ai pas digéré, ou j'ai le cœur lourd, le cœur brisé, le cœur au bord des lèvres, d'autres choses, d'autres paroles comme ah, je peux pas le sentir ou j'en ai plein le dos. Voilà. Donc on parle tout le temps de notre corps. On est dans notre corps, on parle tout le temps de notre corps. Donc nous sommes au monde avec nos émotions vécues intensément dans le corps, qui n'est pas juste un organisme physique, organique, ni seulement émotionnel d'ailleurs, parce que il permet aussi d'aller se connecter ailleurs, à l'être humain. C'est à travers le corps que je peux aller à la rencontre de quelqu'un, que tout d'un coup je sens un élan, un enthousiasme, une curiosité. Tiens, cette personne, j'ai envie de m'en approcher. Mais ça, je le sens à l'intérieur de moi que j'ai envie de m'en approcher. Je ne l'ai pas décidé parce qu'elle a les mêmes idées que moi ou parce que on fait le même métier. C'est mon corps qui m'ouvre à la relation à l'autre et puis à la relation au monde. Quand je regarde une œuvre d'art, je peux être profondément touchée. Je me souviens d'une exposition que j'étais allée voir à Bruxelles. Je suis allée voir une exposition de Frida Kahlo. Et arrivée devant un des tableaux, ben, j'ai plus pu bouger. Mon corps s'est arrêté, mais j'en voulais plus en partir et mes yeux étaient sur le tableau. Et les larmes ont commencé à couler. Et juste le corps vivait quelque chose d'incroyablement intense, d'incroyablement profond, juste face à cette œuvre, en la voyant, en sentant son énergie. Donc, mon corps, c'est quoi? C'est une porte aussi vers l'âme, c'est une porte vers l'être profond, ma profondeur, et cet être profond qui est lui-même
connecté peut-être à plus grand. Tout à l'heure, Emmanuel en parlait un peu. Connecté à quoi? À l'univers, au divin, à la source, au soi, à l'amour, à la conscience. Voilà, le corps, manifestation de la conscience dans la matière, mais aussi récepteur du monde dans la matière. Et qu'est-ce que ça veut dire un corps vivant? Un corps conscient, bah, c'est un corps pulsant, vibrant, euh, qui vit le plaisir, qui nous emmène en voyage, qui nous fait rêver, qui nous fait vivre des paysages intérieurs, rencontrer le monde symbolique aussi. C'est quand on descend dans le corps qu'on peut avoir accès à, parfois à des symboles magnifiques qui nous habitaient et dont on ne savait rien. Voilà, descendre dans nos profondeurs et puis peut-être aussi, est-ce que c'est là qu'on rencontre notre cœur? Mais alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons si souvent coupés, si souvent malheureux, un peu blessés, un peu grincheux, un peu réactifs? Eh oui. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi est-ce que l'espèce humaine euh, se trouve assez coupée de son corps? Coupée de son corps, ça veut dire qu'on a développé, hein, grâce à notre monde culturel, en fait, on a développé une société, on s'est organisé tous ensemble, et dans cette organisation, bien, on a mis de côté ce qu'on a appelé notre animalité, et du coup, avec l'animal, on a mis de côté le corps. Et c'est un véritable problème parce que, par exemple, comme en parle très bien Lévin dans son approche thérapeutique, le corps animal sait, quand il rencontre un trauma, quand il rencontre un choc, il sait rapidement se remettre en pulsation. Et comment est-ce qu'il fait? Hein, si par exemple, l'exemple qu'il donne, c'est une gazelle qui est poursuivie par des guépards. Euh, Tout le troupeau part ensemble, donc il y a un moment de figement, ça se fige, tout le monde est prêt, attention, danger, hop, on part, on court tous ensemble, le guépard attrape une gazelle, mange une gazelle, et tout le reste du troupeau se retrouve et se met à trembler, se met à trembler, à trembler, à trembler. Et là, il est en train de défiger le premier choc de figement avant de partir en courant. Et les êtres humains, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont perdu la capacité de défigement naturel qui est dans notre animalité, notre dimension animale. Tout ça peut-être parce que, voilà, on s'est sociabilisé. C'est un véritable problème parce que ça veut dire que quand on rencontre des épreuves, quand on rencontre des situations difficiles, on n'est pas capable de les digérer tout simplement et on les stocke dans notre corps, hein, et ça crée ce qu'on appelle le figement. Ou un autre mot pour parler du figement, ben, ça va être le trauma. Il y a un trauma qui est engrammé, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y a eu un accident de voiture, il y a eu la perte d'un être cher, une séparation, il y a eu la perte d'un travail, il y a eu des paroles choquantes, des situations difficiles dans l'enfance. Ben, ça s'empile, ça crée des figements, ça crée des figements, et encore des figements, et encore des figements. Et ce qu'on appelle trauma, trauma, trauma. Et plus il y a du trauma, plus on perd notre capacité de pulsation. Et plus on perd notre capacité de pulsation, plus on perd notre capacité de défigement. Donc en fait, malheureusement, on engramme et on engramme et on engramme du choc jusqu'à ce que notre corps soit coupé. Plus c'est difficile et moins on sent. Une des solutions pour le corps, c'est de ne pas sentir. Et c'est pareil pour la psyché d'ailleurs. Je suis toute seule, c'est difficile d'être toute seule. Bon, bah, c'est pas grave. Je suis toute seule et je fais avec, je suis toute seule, puis voilà. Hein. Bah, le corps, c'est pareil. Ça fait mal, c'est trop dur, c'est trop dur. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de tensions dans cette famille, il y a du stress, ou bien il y a des coups, ou bien bon, toutes sortes de situations qui peuvent être beaucoup plus graves que ça encore. Eh ben, je coupe, je tiens, je coupe, je sens plus, et j'empile inconsciemment. Donc des zones de figement qui se mettent comme des stases en fait dans nos tissus. Hein, on peut les retrouver dans nos tissus et bien sûr dans notre psyché. Puisque la vision qu'on va aborder, c'est de dire qu'on passe par l'aspect psychologique ou par l'aspect corps. Finalement,
ce sont les portes qui mènent au même endroit. Donc, il y a tout un travail à faire pour remettre le corps en pulsation et donc pouvoir défiger du trauma sans forcément, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure comment ça fonctionne, sans forcément avoir accès à l'histoire, aux détails de la situation. On n'a pas besoin de connaître ce qui s'est passé en fait. On a juste besoin de voir les impacts. On a juste besoin de trouver les zones de figement et de défiger. Donc, pourquoi passer par le corps, c'est si important? Mais parce que tout simplement, le mental, tout ce qui s'est passé avant 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 0, ou dans la vie intra-utérine, il n'y a plus aucune trace. Et c'est quand même à ces moments-là que se construit la psyché. C'est à ce moment-là que nous nous construisons. Donc, pour avoir accès à ces zones de construction préverbale qui sont essentielles, qui sont la base en fait de notre structure psychologique, de notre personnalité, eh bien, il va falloir passer par le corps. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de traumas qui sont quasiment inatteignables par les autres approches. Bon, en tout cas, on peut avoir des remontées, on peut pressentir des choses, mais en fait, on n'arrivera pas à transformer. Parce que pour transformer, il faut passer par le corps. Il faut venir défiger, c'est-à-dire remettre en santé le système nerveux. Alors, regardons un petit peu ce que Reich nous propose dans le développement d'un être humain. Il y a différentes phases qui sont essentielles dans le développement d'un être humain. Déjà, il y a le moment de la conception et toute la vie intra-utérine. Tous les accidents qui vont arriver pendant la vie intra-utérine, par exemple, des contractions, la mère a quelques contractions, elle peut et risque d'évacuer l'enfant, ou des tentatives d'avortement, ou même l'enfant, la mère n'a pas envie de cet enfant, ou bien la mère est mise en insécurité par, je ne sais pas, des accidents familiaux, une séparation, ou juste elle a très peur. Tout ce qui va se passer va impacter le développement du fœtus. Euh, et puis, il y a le moment de la naissance. Tout ce qui va se passer donc en vie intra-utérine et au moment de la naissance et dans les heures qui vont suivre vont créer un type de structure que Reich a appelé, donc il a donné des noms aux structures caractérielles. Donc là, on est avec toutes les structures schizoïdes. Ça va créer un type de problématique très particulière. Si je suis touchée à ce niveau-là, il y a eu un incident à ce niveau-là, il va y avoir une dimension existentielle, de sécurité existentielle, de sécurité ontologique, c'est-à-dire j'existe, je sais que j'existe, je suis là, et c'est pas questionnable. Il y a pas de problème, j'en suis sûre. Ce qui fait que je ne dépends pas tellement de bah, celui-là celui-là il m'aime pas, ou il m'arrive un drame dans la vie, c'est pas grave, je vais me remonter parce que je suis là, je vais prendre les choses, puis je vais y aller. En fait, quand on a été touché à ce stade du développement, donc toutes les structures schizoïdes, on va se trouver comme un petit peu en bordure du monde, en doute de son existence. Est-ce que vraiment j'ai le droit d'être là déjà si je suis pas désirée? Est-ce que je dérange? Peut-être que je dérangerai quelqu'un. Euh, Est-ce que les autres me voient? Non, ils me voient pas. Non, en fait, il y a un endroit comme un sentiment de non-existence qui peut venir de ce stade-là. Et donc, pour retourner dans ces endroits-là, sans passer par le corps, on n'a plus accès du tout. Il y a ensuite tout ce qui va se passer à partir donc de la naissance, tout ce qu'on appelle le stade oral, donc de 0 à 18 mois. Donc, comment on se nourrit, comment on a été nourri, comment on a été aussi touché, parce que le bébé, il n'est que corps, il n'est que contact. Le langage du bébé, c'est le corps et c'est la bouche, la nourriture. Et quand ça s'est mal passé, par exemple, on a une mère, elle a beaucoup de bonnes intentions, mais elle sait pas faire. Donc, déjà, le sein, ça marche pas. Elle a un biberon, mais elle fait ça de manière un peu mécanique. L'enfant ne se sent pas touché, ne se sent pas connecté au moment où il est nourri. Il n'est pas rencontré de la bonne manière. À ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle un dérèglement oral. On va avoir une structure orale. Ou si la personne
a été nourrie, par exemple, allaitée jusqu'à 3 mois, et puis bon, après, on la met à la crèche, donc on passe au biberon, hein. Eh bien là, il va y avoir une frustration orale, c'est-à-dire que ça coupe trop tôt. S'il y a trop de personnes étrangères qui viennent s'occuper de l'enfant trop vite, la coupure n'est pas la bonne. Il ne se fait pas de la bonne manière, à la bonne vitesse pour l'enfant. À ce moment-là, il va y avoir un dérèglement, hein, une structure orale qui va créer beaucoup de problèmes dans l'adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure orale, elle est toujours en dépendance de l'autre. C'est la racine de toutes les addictions, qui sont quand même un sacré poison dans notre époque, hein. Les addictions au sucre, au travail, aux jeux vidéo, à la sexualité, les addictions aux substances, aux médicaments. On est voilà une société droguée au niveau médicaments parce qu'il y a juste une coupure, quelque chose qui s'est mal passé à ce stade entre 0 et 18 mois. Donc c'est presque un enjeu de société que de pouvoir aller à la rencontre de ces bébés de 0 à 18 mois. Comment y aller? Il n'y a aucun souvenir. Eh bien, il y a l'accès par le corps. Et puis ensuite, l'enfant va grandir et il va commencer à s'autonomiser. C'est toute la construction, la différenciation de la mère. Au début, il y a la vie intra-utérine. Ensuite, on fait encore un avec la mère. Il y a toute la phase de nourrissement et on dépend entièrement de la mère. Et puis, il y a une séparation. On passe dans ce qu'on appelle la phase anale, hein, ou les structures masochistes. C'est le moment où on va pouvoir poser notre limite. C'est les grands caprices, là, à 3 ans je pique ma colère, je dis non, 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 non. Et c'est une phase très, très importante chez l'enfant de dire ce non euh, et de poser sa limite. Il est en train de construire son moi, de construire l'enveloppe. Et parfois, ça se passe mal. D'abord parce que, en général, la colère, c'est assez mal vu dans notre société. Donc, les enfants en colère, c'est tu te mets pas en colère, tu vas te calmer tout seul là-bas dans ta chambre où je te mets, voilà. Hein, alors que l'enfant, il a besoin de piquer sa colère en étant dans le bras des adultes et que les enfants, les adultes soient OK avec cette colère. Donc c'est toute la phase masochiste qui va créer aussi d'autres types de problématiques, qui est liée aussi au contrôle pour l'enfant des sphincters. Hein, donc pipi, caca, que je commence à pouvoir contrôler. Voilà. Est-ce qu'on m'a laissé tranquillement apprendre à contrôler, à devenir autonome, à enlever les couches, ou est-ce que il a fallu que je fasse trop vite, j'étais pas prêt, j'étais pas prête. Et voilà, ainsi de suite. Vous voyez qu'à chaque étape du développement, on rencontre un type de problématique. Et là, on n'a pas parlé de l'ambiance familiale. Imaginons que le couple soit en conflit, qu'il y ait des disputes. Imaginons qu'il y ait toutes sortes de problèmes dans la famille. Imaginons qu'il n'y ait pas de travail, qu'il n'y ait pas d'argent. Imaginons toutes sortes de problèmes, un terrain dépressif si chez l'un des deux parents. Bref, il y a un contexte qui va rajouter à chaque étape du développement un type de problématique particulier. Et Reich, il a appelé euh, ces problématiques des structures caractérielles. Alors, on passe tous par ces phases, elles se passent plus ou moins bien, et c'est normal qu'on ait un peu de schizoïde, un peu d'oralité, un petit peu de maso et un petit peu de structure rigide, qui est la phase suivante, la phase de l'identité, vers 4 ans et demi, hein, où je découvre que je suis garçon, que je découvre que je suis fille et que je vais commencer à affirmer mon identité, j'aurai besoin de me déguiser en princesse, en Zorro, etc. Il y a des caricatures d'identité. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que mon identité, c'était possible de l'affirmer ou pas? Bref, le contexte dans lequel on a grandi, le contexte dans lequel on a dû s'adapter, on a dû faire avec un contexte. L'enfant est extraordinaire. J'ai presque envie de dire, la vie est extraordinaire, puisqu'à chaque fois, elle nous oblige à nous adapter le mieux possible. Le schéma qui a été choisi, c'est le mieux possible pour préserver la vie. Et ça, c'est magnifique. Et dans tout le travail psychocorporel, eh bien, on descend dans ses mémoires. On descend à la rencontre de ses traces. On regarde dans quel état est le système nerveux. Est-ce qu'il est extrêmement figé ou est-ce qu'il est capable de digérer dans le quotidien des situations. Par exemple, imaginons quelqu'un a eu énormément de peur dans le développement de l'enfant. Et il y a un terrain un peu peureux, voire
des terreurs un peu comme ça, sortir de chez moi, je me méfie, ou bien j'ai peur de faire des voyages, j'ai peur d'aller vers l'autre, je suis insécure pour parler à un inconnu, etc. Mais alors, ça veut dire que le système de pulsation a été figé par la peur, mais quand cette personne dans sa vie d'adulte rencontre des situations où il y a de la peur, il en faut très peu pour qu'elle bascule dans la panique. Alors que quelqu'un qui est en bonne santé, c'est-à-dire en pulsation, va pouvoir relever des défis, c'est pas qu'il n'y a pas de peur, le signal de la peur qui le prévient que des choses sont dangereuses est là, mais il part pas en panique, j'ai envie de dire entre guillemets, pour un rien. Euh, donc voilà, c'est important vraiment de retourner, défiger notre système, nous remettre en santé euh, pour pouvoir ensuite, dans notre vie d'adulte, pouvoir pulser avec les événements, pouvoir profiter de la vie, mais aussi pouvoir relever des défis, pouvoir être avec la réalité. Alors, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on va défiger un système? Comment on prend en compte le corps? Comment on travaille avec le corps? Ben, il y a plusieurs manières. Une des manières, c'est de venir toucher le corps. Euh, Tout à l'heure, Emmanuel l'a dit, Reich travaille avec ses mains, avec son propre corps à la rencontre de celui de l'autre, pour faire bouger les cuirasses. Et puis après, tous les gens qui ont suivi, ils ont développé des protocoles de massage, des manières de masser, mais surtout, ils ont développé ce qu'on appelle le toucher conscient, c'est-à-dire une manière de toucher avec une intention, une manière de toucher de façon consciente. Et c'est ça qui va bouger le corps, c'est ça qui va faire que la personne va être rencontrée, contactée. Et ce sont les massages biodynamiques qui sont aujourd'hui transmis dans Arborescence par Fanny Bonnier et qui seront aussi introduits dans le cycle corps conscient. Et puis une autre manière de travailler avec le corps, c'est la végétothérapie. Le principe de base de la végétothérapie, c'est d'écouter le corps. On va venir se mettre à l'écoute des signaux corporels involontaires de l'organisme qui nous parlent directement de notre état profond. Alors, concrètement, comment ça se passe, la végétothérapie? Ben, on est allongé et puis on est guidé dans une forme de relaxation pour arriver dans un état alpha, qui est un état léger, un état modifié de conscience léger, qui va permettre de calmer, désactiver un peu le mental. Et ça va permettre de venir à l'écoute de nos sensations. Et on va donner le temps. On va donner beaucoup de temps aux sensations pour émerger. C'est comme des bulles de champagne qui sont au fond du verre de champagne et qui vont tout d'un coup se décoller, monter jusqu'à la surface et hop, éclore. Et ben, dans la végétothérapie, on donne la chance aux sensations de monter doucement comme ça. Alors, peut venir euh, le monde émotionnel, c'est-à-dire des émotions qui n'ont pas pu être vécues, qui n'ont pas pu être entendues, qui n'ont pas pu être encouragées, peuvent venir des vieilles mémoires. Euh, ils peuvent émerger aussi, grâce à ces sensations, des états régressifs, venus d'une époque, justement, comme le disait Emmanuel, d'une époque où on n'avait pas du tout le langage pour s'exprimer. Des états où le petit, le bébé, l'enfant aurait eu besoin d'être vu, entendu, récupéré, sécurisé. Et le fait d'écouter le corps, d'écouter et de nous donner beaucoup de temps aux sensations pour émerger, ça va laisser ça venir être senti à nouveau. Ça va comme s'inviter dans le présent. Ces vieilles blessures vont s'inviter dans le présent. Et c'est comme ça qu'on va à la rencontre de tous les petits, de tous les bébés, des enfants blessés, en alerte. Avec la végétothérapie, on peut aussi avoir des images qui émergent, Euh, le monde symbolique qui peut enrichir notre vie, des informations refoulées, des événements qu'on avait oubliés, qui ont été refoulés et qui vont apparaître.
Donc en gros, le corps nous montre ce dont nous avons besoin de prendre conscience avec beaucoup d'intelligence. Et en général, et même chaque fois, ce qui émerge, c'est ce qui a besoin, ce qui est mûr et qui a besoin d'être travaillé. Donc le principe de la végétothérapie aussi, c'est de vraiment de suivre, de suivre, de suivre, de se laisser guider par le corps de la personne, d'être exactement là où elle est, à l'endroit où elle est, au moment où elle est. Une grande manière de suivre le corps, c'est dire oui. Oui, tu ressens ça. Oui, tu es avec ça. Oui, tu as cette image qui te vient. Oui, d'accord, d'accord. Et puis, il y a une seconde phase dans la végétothérapie où on va donner l'occasion au système de se rééquilibrer. Euh, Parce qu'il y a la présence de quelqu'un, et ben, et parce que on donne la parole au corps, les figements vont pouvoir se fluidifier, se dégeler. On va pouvoir faire fondre les blocages, on va pouvoir écouter les émotions, on va pouvoir les réceptionner. Et la personne va pouvoir se sentir écoutée, vue, rencontrée. On va aussi, dans ce cycle, apprendre à accompagner une naissance. Parfois, il y a besoin de repasser sur sa naissance. On va pouvoir aussi accompagner une rage qui monte, qui monte, qui monte comme ça dans le corps. Elle va avoir besoin d'être exprimée. La personne, elle peut avoir besoin de taper fort, fort, de crier, de sortir cette rage pour petit à petit apprendre à ne plus vivre dans la rage, mais juste dans une colère saine, parce que la colère, c'est une émotion qui est très saine, qui permet de poser nos frontières. Donc d'apprendre à, une fois la rage vidée, de pouvoir juste être en colère, juste dire non, juste dire stop. Alors, je peux vous donner un exemple de séance très récente. Euh, une séance de végétothérapie qui est arrivée il y a pas longtemps, où la personne est allongée. Et puis, elle me dit, mais je suis coincée entre deux plaques de métal, une devant et une derrière. Et puis alors, j'ai pas de cou et ma tête, elle est ailleurs dans la pièce. Et la personne commence à tousser, tousser, à s'étrangler, à tousser, à vouloir cracher. Et puis, il y a quelque chose qui pousse sur le sommet du crâne. Ça me pousse le crâne, ça me pousse le crâne. Alors, tranquillement, je viens poser mes mains au sommet du crâne. Et là, tout le corps se retire. Et puis tout d'un coup, tout le corps revient contre les mains. Et doucement, doucement, le corps commence à pousser, à se contorsionner, à pousser contre les mains, pousser contre les mains, pousser contre les mains, jusqu'à ce que je puisse laisser passer la tête entre les mains, et puis le corps entre mes jambes, et que la personne traverse jusqu'à se retrouver assise en ayant fait un passage. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, la personne, elle a juste fait un passage de naissance. Elle était en fait en train de réguler, de réparer un petit bout de sa naissance. Et alors, cette personne, elle s'est assise sur le matelas. Une fois qu'elle était passée, elle était toute prête. Elle s'est assise sur le matelas. Elle dit, mais j'ai vécu ma naissance là. Je lui dis, oui, je crois bien que c'est ça qui s'est passé. Et alors, elle a commencé à raconter, ah, mais oui, mais en fait, ma mère était en train d'accoucher dans l'ascenseur. Et on l'a forcé à arrêter de pousser. On l'a forcé à retenir le bébé. Et donc, j'étais coincée dans le canal de naissance avec le cordon autour du cou, dans un ascenseur. Et alors, tout ce qui s'était passé avant, les plaques de métal, l'appui sur la tête, le fait d'être écrasé, eh ben, ça faisait sens par rapport à la naissance de cette personne. Derrière, le corps s'est calmé, la personne a pu se reposer et hop, c'était bouclé. Voilà, ça c'est un exemple de séance qui peut arriver. Et puis, il y a d'autres exemples où, je ne sais pas, peut-être qu'Emmanuel, tu as d'autres exemples dont tu as envie de parler, si ça te vient, sinon j'en... Oui, oui, oui. Ben, parfois, il peut y avoir aussi en végétothérapie un travail très subtil. Là, c'est très intéressant cet exemple-là parce que on voit qu'en végétothérapie, il y a du contact. On va venir hein, apprendre aussi dans le corps conscient comment on donne le bon contact au bon endroit
pour aider le corps à faire le voyage qu'il a à faire, pour aller défiler des zones. Et parfois, ça se passe de manière très subtile, simplement dans le système nerveux. Moi, j'ai le souvenir d'une séance avec simplement une personne qui était... il y avait beaucoup de tristesse. Elle était dans la tristesse et il y avait beaucoup de tristesse. Et il y avait des larmes qui coulaient comme ça, mais presque en silence comme ça. Et il y avait des souvenirs qui revenaient où en fait, eh ben, quand elle rentrait de l'école, bah, elle était seule et elle était seule très tard. Et en fait, voilà, elle était seule avec sa mère et sa mère travaillait, c'était comme ça. Elle devait attendre et rentrer toute seule comme ça. Et pendant des années, ça a duré. Et du coup, ça a créé un endroit d'immense tristesse, ce temps toute seule. Et donc là, pendant cette végétothérapie, elle s'est retrouvée dans cet endroit-là, dans ce corps de petite fille. Et donc, ça coulait en silence, simplement, ça coulait en silence. Et là, le travail, ça a simplement été d'être là, de dire voilà, je suis là, oui. Et oui, il y a de la tristesse. Et voilà. Et là, aujourd'hui, tu es plus toute seule. Oui, tu es plus toute seule. Hein. Et à ce moment-là, a commencé, hein, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, euh, quelque chose d'assez doux où elle a juste eu besoin de prendre une main. Donc, je lui ai donné la main, elle a pris la main et quelque chose dans son ventre s'est mis à gargouiller. On travaille beaucoup avec le péristaltisme aussi, comme on l'a appris en biodynamique, en végétaux, d'écouter comment la capacité d'autorégulation émotionnelle peut se faire. Voilà. Et puis, donc ça s'est mis simplement à gargouiller, donc il n'y avait rien d'autre qu'une présence, donner une présence à un endroit d'absence. Et c'était juste ça la séance. Hein. Et ça a amené beaucoup de sécurité dans des endroits où, dès qu'elle était un peu seule chez elle, elle se sentait pas très bien. C'est-à-dire, elle a pu commencer dans son quotidien d'adulte, avoir des moments où elle était seule et des moments où elle était avec des gens. Et que c'était pas grave d'être seule. Hein. Ce qui lui a quand même vraiment changé la vie. Par exemple. Hein. Mais il me vient une autre séance vraiment euh, très différente où il y avait un petit garçon qui était totalement enragé, euh, très très en colère face à un père absent et maltraitant. Donc vraiment une forme de rage. Hein. C'était un enfant qui pouvait être battu assez régulièrement. Et donc on est descendu dans cette rage. Il y avait une rage avec une impuissance incroyable, une impuissance. On voit le petit garçon qui essaye de taper le père, mais qui est petit, qui lui arrive à la cuisse, qui se fait balader et projeter comme ça. Voilà, l'endroit où vraiment le petit est à la limite. Et cette impuissance a créé mais une rage, quelque chose de fou. Et donc il se trouvait dans cette rage, cette rage, cette rage, cette rage. Et de pouvoir donner cette rage, de pouvoir taper. Donc, on peut donner un coussin, taper la rage, crier la rage. Et en fait, au bout d'un moment, c'est un espèce d'animal qui est arrivé. Et la végéto, elle s'est finie avec. Il était à la fois lion, dragon, et la rage s'est transformée en puissance. C'est comme s'il récupérait la puissance qu'il avait perdue dans l'impuissance face au père. Et donc ça a été assez jouissif pour lui de vivre cette séance, hein, et de savoir que ces séances viennent vraiment juste fluidifier, remettre en pulsation le corps. Et c'est très important de voir que il y a une histoire réelle. Il y a l'histoire que nous avons tous vécue dans notre enfance. Il y a eu du bon et des fois il y a eu du pas bon du tout. Et parfois il y a eu que du très mauvais. Et nous subissons cette histoire, nous l'avons dans notre cœur, nous l'avons dans notre construction psychologique, nous l'avons dans nos tissus, nous l'avons dans nos organes, nous l'avons dans chacune de nos cellules. Et là, nous avons le choix de compenser, parce que qu'est-ce que c'est les figements et les cuirasses caractérielles qu'a créé, propose Reich? C'est de compenser. On compense. C'est-à-dire, je bloque. Par exemple, les gens qui se déplacent comme ça, ils peuvent plus, même plus tourner la tête, c'est tout bloqué ici, là. Et bien voilà, ils ont figé, c'est une compensation, mais je continue à vivre, mais je suis figé. Donc il y a toutes sortes de compensations dans le corps. Hein. On peut continuer à vivre comme ça, mais c'est franchement dommage, puisque
il existe justement des approches pour remettre le corps en pulsation. C'est-à-dire sortir de l'histoire réelle. L'histoire réelle, c'est ce qu'a subi l'enfant. Les enfants, ils sont magnifiques, ils ont toujours fait le mieux qu'ils ont pu. Les enfants sont extraordinaires, ils ont une capacité à aller vers la vie qui est juste dingue pour eux-mêmes, mais en plus en essayant de prendre soin du système défaillant autour d'eux. Donc c'est des héros pour moi, les enfants, hein. On a tous été des héros. Mais en attendant, en tant qu'adulte, on pourrait redevenir des héros en faisant le chemin de ce qu'a pas pu faire l'enfant. Le petit garçon face au père qui le prend et qui le balance par terre, il pouvait rien faire à l'époque. Mais aujourd'hui, s'il vient faire une séance, il va récupérer sa puissance au lieu de garder des zones d'impuissance qui sont engrammées dans ses tissus. Donc nous avons ce pouvoir, nous avons cette capacité de nous mettre en chemin et de créer une nouvelle histoire, que je dirais une histoire symbolique, mais qui est tout à fait exacte et puissante, parce que les mises à jour que nous faisons, de par la plasticité de notre cerveau, euh, modifient nos cuirasses caractérielles, modifient les tissus, viennent mettre de la pulsation dans les espaces rigides, remettre du contenant là où c'est explosé, hein, là où on n'a pas pu contenir, ça a explosé. On peut recréer notre histoire. Et là, je crois que c'est vraiment un chemin de conscience que nous devons entreprendre en tant qu'adultes. C'est notre responsabilité, soit subir le passé, soit reconstruire une histoire symbolique. Ça veut dire là, le petit garçon, par exemple, il se transforme en lion-dragon et il vient exploser son père, parce que c'est ce que le petit garçon voulait faire. Stop, tu ne me touches plus, je suis un enfant sacré de la vie, tu dégages en fait, hein. Donc ça, il n'a pas pu le faire. S'il le fait aujourd'hui, il récupère sa puissance. Et ça change sa vie d'adulte. Donc nous avons ce pouvoir. Le corps est plastique. Souvenez-vous que tous les 3 mois, toutes nos cellules sont renouvelées. Donc le travail qu'on fait crée une nouvelle information. Tout ça, c'est une mise à jour de l'information. C'est comme exactement un programme informatique. On a un ancien logiciel, à nous de créer les mises à jour en faisant le travail. On peut le faire de 1000 manières, mais l'aspect psychocorporel est magnifique et surtout, il est complémentaire de plein d'autres approches. Dans Arborescence, nous avons à cœur de croiser les approches. On a parlé de Reich aujourd'hui, on a parlé de Jung, on a parlé de Freud, hein. Et sachez que on travaille en croisant les différentes approches, c'est-à-dire que dans la formation corps conscient, vous allez aussi travailler avec du rêve éveillé. Vous allez travailler avec du voice dialogue pour travailler la différenciation. Vous allez travailler aussi avec l'aspect relationnel, hein. Nous croisons les approches parce que nous pensons que dans un système humain, il y a de la matière, de l'organique, il y a du corps, il y a un animal, il y a un cœur qui se relationne, qui voit l'autre et toi et moi, comment on fait ensemble. Il y a ici un centre mental qui conscientise, qui est capable de discriminer, qui est capable de se différencier. Et il y a aussi ici une porte magnifique vers l'intuition et que nous sommes tout ça à la fois. C'est pour ça que nous croisons les différents outils. Dans le cycle corps conscient, on va donc, comme on l'a déjà dit, apprendre à défiger les traumas. L'objectif, c'est un corps pleinement vivant, pleinement vivant, pleinement vivant, qui va pouvoir se régaler, qui va pouvoir se récupérer par rapport au passé, mais aussi se récupérer dans la vie d'aujourd'hui, parce on a toujours à faire face à des nouveaux événements. Et donc, plus le corps est vivant, plus le corps est pulsant, plus le corps est guéri de son passé, eh ben, plus il va attraper la vie, traverser les épreuves, se récupérer vite et puissamment. Et donc, dans le cycle corps conscient, on va pas apprendre d'abord à révéler, ressentir le corps, être avec, rendre sa présence plus perceptible. On va apprendre à écouter avec la végétothérapie, écouter ses signaux, faciliter l'émergence des sensations et des mémoires profondes. On va apprendre à observer dans quel état est le système nerveux végétatif. Est-ce qu'il est complètement figé? Est-ce qu'il est un peu dans la peur? Est-ce qu'il est assez souple et qui fonctionne correctement?
On va apprendre à suivre un système parce que l'un des principes, c'est vraiment de dire oui à ce qui est là, faire confiance au corps pour qu'il aille là où il a besoin d'aller. Donc, on va apprendre à vraiment rencontrer, rejoindre le système de la personne où il est et le suivre. Et vraiment avoir confiance euh, dans le corps et dans le processus de guérison. On va aussi apprendre à intégrer ce qui a émergé, ce qui a été bougé, ce qui a été bougé dans le système. On va sans cesse faire des allers-retours entre qu'est-ce que j'ai vécu dans cette séance-là de végétothérapie et qu'est-ce que ça veut dire. Euh, donc, on va apprendre à intégrer de façon cognitive, mais aussi à intégrer dans les cellules, à asseoir le nouvel équilibre, à asseoir la nouvelle expérience, à l'engrammer, à l'inscrire. Comme l'a dit Emmanuel, on va faire ça en croisant plein d'outils, mais aussi plusieurs grilles de lecture, les structures caractérielles de Reich, l'étude du système nerveux végétatif, peut-être les sous-personnalités du voice dialogue. Euh, voilà, on va regarder plein de manières de regarder l'état du corps. Il y a aussi, par exemple, regarder les somatisations qui peuvent nous parler de qu'est-ce qui se passe, quel est le lien entre une somatisation et peut-être une souffrance psychique. Et ce cycle, c'est un cycle de formation, bien sûr. Et il est construit de manière à ce que chacun vive les outils, engage ou prolonge son propre processus, mais aussi et surtout apprenne à accompagner un processus, apprenne à accompagner un corps vivant ou un corps en devenir pour récupérer sa pulsation. On a dit l'essentiel pour ce soir. Hein. Je pense que ce qui est important de voir, c'est que dans ce parcours de formation, l'aspect expérientiel, parce que vous êtes votre premier patient, c'est vous-même. Donc, si vous ne l'avez pas vécu, euh, ben, vous aurez du mal à accompagner d'autres personnes sur le chemin. Donc, il y a un aspect expérientiel très important et il y a beaucoup d'apports théoriques aussi. Hein. Il y a un aspect pratique, vous pratiquez, les apprenants pratiquent entre eux. Donc il y a pas mal de pratiques, d'échanges. Donc il y a aussi toute une dynamique de groupe qui est très riche, très enrichissante. Voilà ce que je pourrais ajouter à ce que tu viens de dire. Et on vous dit donc à bientôt. Ce sera un plaisir pour Céline et moi. Nous co-animons ce cycle, donc de vous accueillir et de partager cette aventure. Oui, c'est vraiment le cycle est construit et pensé pour partager ce trésor du travail avec le corps qui nous, ben, je crois qu'il nous passionne toutes les deux quand même, hein.